Merci d'être avec nous. Et ce matin, Jean-Frédéric Poisson est avec nous. La Voix du Peuple aux éditions du Rocher. Oui. Bonjour. 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 Alors, La Voix du Peuple, vous parlez en fait de l'ensemble des crises, évidemment, qui nous frappent et la France. Vous expliquez un petit peu pourquoi et d'où c'est venu. Est-ce que quand vous l'avez écrit, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, cet été, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que vous pensiez qu'on allait arriver à ce que nous vivons en fait aujourd'hui, c'est-à-dire l'amplification en fait de ces crises, notamment sanitaires, économiques et liées au terrorisme? Alors, je pense que ce que j'ai essayé de décrire dans ce livre, c'est une forme de mise en garde contre le monde qui vient. Et c'est ce monde qui vient qui m'interroge et qui, pour ne pas dire, qui m'inquiète. Et dont le reconfinement est une illustration parmi d'autres. Alors, je n'ai pas prévu ni prédit bien sûr. ce deuxième confinement, parce que j'ai pas les compétences pour ça et ma boule de cristal est en panne, mais on voit bien que ce mouvement général, qui est un mouvement de restriction de liberté, de rabotage, comme je dis de temps en temps, de liberté individuelle, d'orientation vers une société prioritairement concentrée sur la consommation personnelle, on vous dit grosso modo, consommer, travailler et fermer là, finalement. C'est un peu l'esprit de ce confinement, ce qui explique l'exaspération massive et la colère des Français par rapport à ce reconfinement. Mais est-ce que là c'est justifié en fait avec ce reconfinement et compte tenu en fait des conditions sanitaires et des chiffres que l'on voit? Alors après les chiffres peuvent être interprétés, ça je le sais. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Moi je suis pas très bon pour faire la différence entre une bactérie et un virus, mais je sais reconnaître la différence entre du baratin et un raisonnement. Oui. Et lorsque je me documente, comme le font beaucoup de nos concitoyens, je lis dans les textes de l'Organisation mondiale de la santé que la seule chose qui soit certaine à propos du confinement, à titre de conséquence, c'est que ça fabrique des pauvres et des crises sociales. Personne, en tout cas pas l'Organisation mondiale de la santé, personne ne dit aux dirigeants « confiner, c'est la seule façon de vaincre cette épidémie ». Personne ne dit ça. Sauf nos dirigeants. Pourquoi ? Parce que, au lieu de préparer ce deuxième retour que eux-mêmes annonçaient il y a quelques mois, au lieu de profiter de l'été pour réorganiser l'hôpital, revoir en profondeur la question du statut des personnels de santé qui sont si exposés, et merci à eux à nouveau, au lieu de se demander comment on traite l'épidémie pour de vrai, et on sait comment il faut faire. Il y a une unanimité sur ce point. Il faut tester massivement, dépister et protéger les personnes faibles en les isolant pour le temps que c'est nécessaire. Si vous ne faites pas ça, vous n'avez aucune chance de vaincre quoi que ce soit. Ça n'a pas été fait. Et donc nous nous retrouvons aujourd'hui à devoir ne plus pouvoir acheter de livres, attendre que... Enfin, quand même, les auditeurs en sont conscients. Le Premier ministre nous explique il y a quelques mois que les grands-parents ne peuvent pas aller chercher leurs enfants à l'école, qu'on peut plus se serrer la main ni s'embrasser. D'ailleurs, c'est écrit dans le hall quand on arrive ici, chez vous. Oui, c'est vrai. Le Premier ministre est en train ce matin de nous expliquer la différence entre un produit essentiel et ceux qui ne le sont pas. Enfin, dans quel monde on est ? Mais c'est un monde de dingue. Combien de temps ça va tenir, je ne sais pas. J'espère que les Français vont réagir en se disant quand même, on ne peut pas tout accepter, on ne peut pas tout nous faire faire, et une mauvaise politique de santé qui ne nous protège pas, parce qu'en réalité le confinement va sans doute tuer davantage de personnes ou esquinter davantage de personnes qu'en guérir. J'espère bien que les Français vont avoir la conscience du fait qu'ils doivent reprendre en main leurs institutions, c'est le sens de mon livre, et que nous devons veiller à rendre la souveraineté au peuple. On va y venir. Question Cécile. Oui, justement, est-ce que vous parlez beaucoup de référendum populaire, est-ce que sur toutes ces questions justement liées au Covid, il aurait fallu faire appel justement aux citoyens? Faire appel aux citoyens, je ne sais pas sous quelle forme, parce qu'il y a des sujets qu'il est difficile de faire traiter par l'opinion publique. D'abord parce que de temps en temps il faut aller vite, et organiser un référendum c'est très long. Deuxièmement, l'utilisation régulière et fréquente du référendum ne peut pas non plus conduire à traiter tous les sujets par référendum. Il y a quand même une responsabilité du pouvoir exécutif qu'il faut maintenir, sinon ce n'est pas la peine d'élire des gouvernants et de leur confier le rôle de la gestion de l'État. Sur ce genre de sujets qui sont à la fois techniques, qui nécessitent quand même un peu de savoir-faire, on va le dire très tranquillement, mais surtout beaucoup de réactivité de la part de l'administration et des services publics, et des autres d'ailleurs aussi, je ne suis pas sûr que ça soit une question de référendum. Ce que je sais, c'est que, et ça me frappe beaucoup d'ailleurs, on nage dans les contradictions, les mesures dont on ne comprend pas le sens, qui sont incohérentes. Vous parliez tout à l'heure, Monsieur Roger, d'une forme de manipulation des chiffres, ou en tout cas, on n'arrive pas à voir clair sur il y a combien. Ça veut dire quoi un cas positif? On dit 30 000 cas positifs hier. Alors entre ceux qui ont un bout de virus dans le sang et ceux qui doivent être réanimés dans l'heure, entre les deux, il y a toutes les nuances possibles. Donc, enfin, tout ça manque de sens. Tout ça n'a aucune espèce de cohérence, et je
trouvent, moi je fais partie de ceux en tout cas, et comme beaucoup de nos concitoyens qui trouvent que ça n'a pas d'impact sur la santé. Au-delà de ça, c'est anxiogène, et on nous fait faire des efforts, on nous prive de choses qui sont essentielles pour nous, la culture, pour des raisons qui n'en sont pas. Oui, mais est-ce qu'on se sert suffisamment des experts qui sont sur le terrain? Regardez les maires, regardez toutes sortes d'expertises qui se sentent, eux, lâchés, pas écoutés, pas entendus. Madame de Mélibus, l'exercice du pouvoir réclame un minimum d'expérience. Mmh. Et l'expertise aussi, ça se dirige. On ne compte plus le nombre d'organismes dans lesquels il y a, en France particulièrement, des gens extrêmement qualifiés pour traiter de tous ces sujets. Et nous n'avons certainement pas à rougir de la qualité de notre médecine ou de nos savants dans notre pays. Il y en a à l'INSERM, il y en a au CNRS, il y en a au ministère de la Santé, il y a à la Haute Autorité de Santé, il y a je ne sais pas combien, 7, 8, 10 organismes qui pourraient se... Qui s'est assuré du fait que le travail de ces différents organismes était coordonné? Ouais. Qui s'est assuré du fait que, comme ça se fait par exemple au comité d'éthique, j'ai pas une grande sympathie pour le comité d'éthique, mais au moins il fonctionne d'une manière qu'on comprend. Il y a un avis qui est discuté de manière générale, il est publié quand il est majoritaire, et puis à la fin de cet avis, on publie les avis qui sont divergents par rapport à l'avis majoritaire. Ça peut donner au moins une cohérence de message et engager des politiques sanitaires. Mais le fond du fond, et vous allez vous en souvenir vous ici, puisque vous en avez beaucoup parlé, et sans doute nos auditeurs aussi. Est-ce qu'on se souvient que tous les ans, à l'automne, on apprend que l'hôpital est débordé? Est-ce qu'on se souvient qu'il n'y a pas un an, 600 médecins avaient déclaré qu'ils étaient prêts à démissionner de leurs responsabilités hospitalières parce que l'hôpital public était en déshérence? D'ailleurs, c'est ce qui a justifié l'exfiltration de Mme Buzyn, Manu Militari, vers la campagne municipale de Paris. Au fond, le gouvernement n'a rien pris en compte de ces différents éléments de crise pour nous aider à préparer correctement. Et sa priorité cet été, ça n'était pas la mise en œuvre du service public de la santé, sa préparation, c'était la PMA pour tous, dans une semaine de débat au Parlement fin juillet en toute urgence. Oui. Jean-Frédéric Poisson, rendre au peuple sa voix et l'écouter, puisque c'est la voix du peuple, c'est le sens de votre livre. On va continuer d'en parler dans un instant avec vos appels au 0826 300 300. Bienvenue, il est 9h33. 9h36, toujours avec nous Jean-Frédéric Poisson, la voix du peuple aux éditions du Rocher, et vos appels bien entendu au 0826 300 300. Oui, on va écouter justement le peuple qui appelle Jean-Frédéric Poisson et qui a des questions à vous poser. Qui est en ligne avec nous? C'est Frédéric, non? Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Magnifique Frédéric. Bienvenue Frédéric. Frédéric qui parle à Jean-Frédéric. Bien. Oui, bonjour. D'abord, je voulais exprimer mon respect le plus profond à Monsieur Poisson. Merci. Pour ce qu'il est et ses convictions et voilà. Alors, je souscris totalement à toute votre analyse, Monsieur Poisson. Je dirais simplement quand même que maintenant les choses sont complètement ratées. Elles sont ratées et elles le sont définitivement sur le plan de la pandémie. Elles ne peuvent pas être récupérées. Je pense que si les pouvoirs publics avaient simplement respecté d'abord des mesures, parce que si le Covid était effectivement un virus qu'on ne connaît pas, on sait comment se prémunir, au moins temporairement, des virus. Les masques, c'était évidemment quelque chose qui aurait dû être mis et dont ils n'auraient pas fait l'utilité comme ça a été fait. Les contrôles sanitaires aux frontières font partie des vieilles mesures qui ont toujours été adoptées dans ces cas-là par les pays, etc., etc. Bon. Maintenant, Monsieur Poisson, je pense que la situation est telle, et encore une fois, toute votre analyse est parfaitement argumentée, charpentée, et je suis, elle est parfaite. Mais on ne peut pas contester le confinement, on ne peut pas contester les mesures actuelles, parce que tout simplement, il y a une embolie dans les lits de réa. Et c'est la dernière mesure, la mesure qui est la signature de l'incompétence des pouvoirs publics, c'est la dernière mesure qui est à leur disposition pour essayer d'éviter ça. Oui. Donc, alors, Jean-Frédéric Poisson, à Frédéric, en fait, sur le confinement, il dit que c'est absolument en fait, nécessaire compte tenu de ce qui se passe. Même si, évidemment, il souscrit à ce que vous avez dit auparavant, y compris l'appel des médecins. Merci à lui, merci à Frédéric. J'entends ce que vous dites. Et ça me permet de revenir à la question de Cécile de Mélibus tout à l'heure. Il y a différents niveaux de solutions dans la gestion de cette crise qui nous ramènent aussi au sujet de mon livre. Il y a des dispositions nationales à prendre. Ça devient tellement évident que tout le monde se demande pourquoi ça n'a pas encore été fait.
Et puis, il y a des solutions locales. Tout le monde comprend bien qu'on ne peut pas traiter de manière identique l'Île-de-France et la Creuse, la Corrèze, où j'ai rien contre les Creusois et les Corréziens, évidemment, mais on comprend bien que la densité de population n'est pas exactement la même, et donc on peut parfaitement imaginer des solutions proportionnées à ces endroits ou à ces lieux. Et c'est là que rentre en compte la nécessité d'associer davantage, peut-être pas la population sous forme de référendum, mais au moins les élus locaux. D'ailleurs, c'est ce qu'ils réclament, c'est ce que le président de la République leur a promis au cours de ce fameux grand débat il y a 1 an et demi, dont vous m'accorderez que rien, absolument rien, n'est sorti. Certainement pas l'habitude de travailler en concertation avec les élus locaux et les pouvoirs publics. C'est au fond tout ce que je réclame, c'est redonner le pouvoir au peuple, c'est ne pas abandonner l'autorité de l'État, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est surtout donner à tous les acteurs de la société la part de responsabilité qui leur revient. Les associations ont quelque chose à dire dans le traitement de cette crise sanitaire. Elles sont sur le terrain tous les jours. Elles connaissent beaucoup mieux que n'importe qui et que beaucoup d'élus, souvent d'ailleurs dans les quartiers ou dans les lieux où elles habitent, où elles sont actives, la population et leurs besoins. Les élus locaux ont quelque chose à dire, les groupements de communes ont quelque chose à dire, les départements, les conseils départementaux ont quelque chose à dire. Où sont-ils dans la gestion de cette crise? Ils ne sont nulle part. Où est l'ordre des médecins? Où sont les médecins généralistes? Qu'est-ce qu'on en a fait de cette affaire? Donc cette espèce de volonté de ils sont consultés, dit-on. Alors pas toujours, mais oui, bon. D'abord, on a mis le temps, premièrement, et deuxièmement, je vois surtout qu'on restreint leur liberté de prescription plutôt qu'on ne les consulte. Si j'ai bien compris ce qui se passe. 0826 300 300. Autre appel pour la voix du peuple de Jean-Frédéric Poisson. Oui, nous avons Yves. Bonjour Yves. Oui, bonjour Sud Radio, bonjour toute l'équipe, bonjour les auditeurs. Oui. Alors, vous avez une question et une réflexion? Oui, j'ai une réflexion et d'abord j'ai un petit aparté. Oui, allez-y. Moi, vous savez, je tourne pas autour du pot. J'ai entendu tout à l'heure les 3 journalistes et Madame Cécile. Oui. Si j'ose dire un peu, j'ai pas le mot, mais je dis le mot, mais il est peu trop fort. Cracher sur Amazon. Pas très grave. 5 minutes après, j'entends qu'Amazon fait de la publicité à Sud Radio. J'en suis étonné. Donc, je n'ai pas craché sur Amazon. La concordance des temps, je n'en sais rien. Alors, c'était Yves, un aparté. Yves, et je vais vous dire en fait exactement les choses. C'est que mais je précise aussi pour les auditeurs. Mais vous avez raison. Non, mais vous avez raison. Moi-même, je me suis étonné en fait l'autre jour, mais on dépend en fait d'une régie en fait nationale, et je me suis étonné qu'il y avait en fait des promotions pour le Black Friday en fait d'Amazon, et je lui ai dit non, c'est pas possible, on peut pas en fait quand même diffuser ça, qui contribue aussi à mettre en difficulté l'ensemble du commerce de proximité et des commerces, et donc ça a été suspendu d'ailleurs en fait à ce niveau-là, mais c'est vrai, et vous avez raison. Et cela dit, il faut pas non plus cracher en fait dans la soupe surtout. C'est un mot trop fort. Quand il dit cracher, c'est un mot trop fort. Oui, non mais il faut dire les choses. Et il faut dire les choses. Mon vocabulaire est un peu faible, donc je n'en ai pas trouvé un autre. Et pour info, je suis Cécile et je n'ai pas craché sur Amazon. Non, mais j'ai bien dit que cracher, mon vocabulaire est faible, je n'ai pas trouvé. Non, mais je plaisante, Yves. Allez, votre réflexion et question pour Jean-Frédéric Poisson. Bon, au moins, ça montre bien que vous écoutez. L'antenne est libre par rapport à vous, ce que vous faites et ce qu'on peut dire. Voilà, ça, on peut pas. Moi, je combats les idées, mais je combats pas les personnes ni celles qui les portent. Ça, peu importe. Voilà. Par rapport à Monsieur Poisson, j'ai deux choses à dire. Une un peu globale et après une autre un peu plus serrée. Globalement, actuellement, Monsieur Poisson a l'air de dire que le confinement est là. Non. Le confinement, il fallait le faire, mais peu importe, moi je ne reviens pas en arrière. Au mois de septembre, il fallait confiner 100%. Pas par rapport aux outils essentiels. Non. Les outils essentiels, ça n'a aucun sens. Uniquement les produits alimentaires. On peut bien se passer pendant 2 mois d'acheter des cadeaux de Noël. Qu'est-ce que c'est cette bêtise complète? Mais peu importe. Les cadeaux, les outils essentiels, ce sont ce qu'on a à manger. Voilà. On fait ça pendant 2 mois et vous verrez, il n'y aura plus. Mais c'est pas moi qui le dis. C'est l'Australie qui l'a dit. Ce sont les Néo-Zélandais qui l'ont dit. Le confinement plus sévère, Ah, mais pas plus sévère. Un confinement, point à la ligne.
consigne, pas un confinement sévère, ça n'a aucun sens. Un confinement, et on laisse, comme a refait, et Dieu sait que je ne partage pas le gouvernement, mais comme a fait Israël, point c'est tout, c'était fermé, de fermé. Voilà. Ouais. Alors, Comme a dit un peu le Premier ministre, j'habite d'ailleurs juste à côté d'où il est né, peu importe, avec d'où il est né, dans le Gers. Voilà. Et comme il a dit, on ne fait pas d'exception, mais on n'en fait pas, il ne faut pas le dire, on ne fait pas d'exception. Bon, deuxièmement, par rapport à M. Poisson, je respecte totalement ce qu'il dit, ça je le respecte, mais je n'en crois pas un mot de ce qu'il raconte. Le peuple fera ce qu'il a à faire. M. Poisson n'est sûrement pas un représentant du peuple, et j'ai même un petit, si j'ose dire, quelque chose à dire, et vous verrez très bien, à l'époque des Gilets jaunes, qui étaient... Parce que M. Poisson critique l'hôpital, mais à l'époque, c'était lui qui voulait sabrer l'hôpital. Il doit critiquer sûrement les enseignants. Mais à l'époque, rappelez-vous ce qu'il disait... C'est pas fini. Que disaient ses copains. Eh oui, les enseignants, c'est des feignants, et des vacances, ils sont trop payés. Mais maintenant, pour finir, je vais vous dire, rappelez-vous, il y a un an, les Gilets jaunes, ils étaient reçus partout, portes ouvertes partout, chez vous aussi, évidemment. Pourquoi pas? Et il y en avait même qui disaient, même les sondages officiels disaient, aux élections, ils feront 30%. J'avais appelé, j'avais dit, vous savez, vous allez faire pas plus d'1%. Malheureusement, je m'étais trompé, ils ont fait moins de 1%. Et là, ça sera pareil pour les idées de M. Poisson. On va laisser répondre. J'ai l'impression, mais restez en ligne. Des gilets jaunes, d'ailleurs, dans votre livre. Oui. On verra bien, mon cher Yves, l'avenir. Vous mentionnez l'Australie, la Nouvelle-Zélande, sont certainement de bons exemples. Il y a une grande différence à l'égard de la France, c'est que ce sont des îles. Premièrement, et deuxièmement, que leur politique de contrôle de migration est extrêmement sévère, et infiniment plus sévère qu'en France. Donc, si vous êtes en train de me dire que le confinement sera quelque chose dans des territoires qui sont protégés des contacts à l'extérieur, avec des politiques de contrôle de flux migratoires extrêmement strictes, je crois que je peux être d'accord avec ça. Je constate simplement que le confinement, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'abord n'est préconisé par personne comme le premier moyen de lutte contre l'épidémie, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les grands organismes de santé, et deuxièmement, si l'on veut qu'il soit efficace, à minima, il faut qu'il s'accompagne d'un certain nombre de mesures très concrètes. J'ai mentionné la fermeture des frontières tout à l'heure, je parlais des tests massifs de dépistage, de protection des personnes les plus fragiles. Je pense que si tout ça n'est pas fait, le confinement ne sert à rien. D'ailleurs, le premier confinement n'a servi à rien. C'est bien ce que nous constatons. Il avait freiné, et puis après, non. Oui, écoutez, je constate en tout cas qu'on en subit un deuxième après le premier, et le deuxième sera peut-être même pas le second. Et sans doute d'autres. Sur le reste, ce que je veux dire, le peuple fera ce qu'il a à faire. Malheureusement, je crains qu'il soit empêché. Parce que, voyez-vous, ce qui me semble, c'est que même si le peuple exprime un certain nombre de volontés, regardez par exemple en ce moment sur les politiques migratoires, sur la contention, ou le fait de retenir ou de s'opposer à l'islam conquérant, le fait de prendre des moyens de droit pour... C'est fait. Non, ça n'est pas fait. Pourquoi ça n'est pas fait? Parce que la souveraineté populaire, quand elle s'exprime, est barrée par des gens qui ne veulent pas, ou qui ne sont pas d'accord, ou qui militent pour des raisons contraires. J'ai un exemple en tête. Lorsque nous avons adopté les peines planchées en 2008 à l'Assemblée nationale, les syndicats de magistrats, pendant le débat, annonçaient d'ores et déjà qu'ils n'appliqueraient pas cette loi. Donc quand on en est là, alors les magistrats, c'est pas les seuls, il y a des tas de gens qui bloquent l'application des choses quand elles ne leur conviennent pas. Donc je crois que l'enjeu, c'est de dire simplement aux Français, si vous voulez effectivement que votre volonté soit suivie des faits, soutenez et votez pour des projets qui vous donnent la responsabilité de pouvoir le faire. Aujourd'hui, on a quand même le sentiment que le pouvoir est très confisqué par un petit nombre de personnes. On voit que tout ça se fait en vase clos. La gestion de la crise, on l'évoquait tout à l'heure, c'est le conseil scientifique avec des gens qui ont visiblement des conflits d'intérêts longs comme le bras, avec le président de la République et de temps en temps le Premier ministre quand il est associé. C'est pas possible de gérer une crise sanitaire de cette ampleur de cette façon. Oui. Allez, dernière question, parce qu'il nous reste 2-3 minutes. C'est Pascal, me semble-t-il. Oui, Pascal de Paris. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal.
Pascal. Oui, bonjour. En fait, j'ai 2 questions, donc je ne sais pas si je pourrais les poser toutes les 2. Allez, vas-y, allez-y. Allez, on fait un package. Alors, la première, c'est sur le même sujet, à savoir, pour moi, les produits non essentiels, ça dépend de ce qu'on entend par là. Ouais. Parce que je sais que moi, personnellement, à Paris, là, sans pouvoir bouger de chez moi la plupart du temps, si j'avais pas la possibilité de lire ou d'écrire, acheter des livres, des cahiers, des stylos, déjà au dernier confinement, ça a été terrible pour moi, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, et je pense qu'il y a des femmes qui ont envie de se maquiller, donc pourquoi les produits de maquillage devraient être interdits, des gens qui ont envie de s'habiller, qui ont envie de, je sais pas, enfin, il y a plein de choses qui sont non essentielles. Alors ça, Pascal, c'est la première. Et la deuxième question. Et la deuxième question, c'est non. Alors, je voulais dire concernant la première question toujours, pourquoi on n'obligerait pas Amazon à participer financièrement au maintien en vie des petits commerces, au pire, en mettant en jeu leur image de manière publique. Voilà, peut-être que là, ils donneraient un peu d'argent parce que le reste du temps, ils refusent. Bon, ça, c'est la première question. Non, mais ça, c'est une bonne question. C'est concernant. Voilà, j'ai vu une vidéo. Enfin, j'ai lu des choses surtout concernant Monsieur Poisson au sujet de l'islam. Et voilà, moi, ma meilleure amie est musulmane. Moi, je suis chrétienne. Et on a exactement la même foi. Donc, je ne vois pas en quoi l'islam serait négatif pour la vie en France. Voilà. Donc, j'aimerais bien avoir son commentaire là-dessus. Voilà. Bon, alors très bien. Alors, commençons donc d'un mot sur Amazon devrait en fait aider. Ça, c'est Il devrait d'abord commencer par payer des impôts en France. Beaucoup plus. Beaucoup plus d'impôts. Et après, il peut y avoir des dispositifs territoriaux, mais là encore, il faut travailler avec les communes et les groupements de communes pour que dans les projets de territoire, ça peut se faire d'ailleurs, la loi ne l'interdit pas. Il y a quand ce genre de grand distributeur s'installe quelque part, qu'il y a une contribution particulière à la vie du territoire, c'est possible, il faudrait l'inscrire dans la loi. Et l'islam c'est une bonne idée. J'ai dit et je répète que le contenu même de l'islam n'est pas compatible avec le mode de vie occidental. Et il y a des tas de raisons à ça. J'y ai consacré 3 livres et plusieurs années de travail. Je vais répondre sur le plan de la question que vous posez, madame, sur le plan de la foi. Je suis chrétien, moi, comme vous. Et il y a une grande différence entre le Dieu des musulmans, qui est un Dieu lointain, et le Dieu des chrétiens qui s'est incarné. Et quand on a en tête cette différence, le rapport qu'on a à l'amour en général, à la vie terrestre, à la vie sociale, aux relations avec les autres, ne peut pas être le même rapport. Donc, nous avons en commun d'avoir une référence, une croyance en un Dieu transcendant, c'est vrai. Ça n'est pas le même Dieu, et ça n'est pas faire offense aux musulmans de dire qu'ils ne croient pas dans le même Dieu que les chrétiens. Et ça a des conséquences sur le plan de la doctrine. Et je répète que le fond même de l'islam, ça n'est pas l'islamisme politique, je l'ai dit d'ailleurs sur ce plateau à quelques reprises, c'est le contenu même de l'islam. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont des criminels. Ça veut dire qu'on est en train de dire aux musulmans, et c'est très difficile pour eux, on est en train de leur dire, il y a des problèmes avec ce que vous croyez. Et ce que vous croyez, quand ça vous invite, malgré tout, il suffit de lire le Coran et puis la biographie de Mahomet et le reste, à commettre des actes que nous considérons, nous, comme inacceptables, ou avoir des pratiques que nous considérons, nous, comme inacceptables. La question est donc idéologique, elle est bien sûr sécuritaire, elle est de lutte contre le terrorisme, elle est de rapport entre les communautés, bien entendu, c'est d'abord une question idéologique. Si on n'accepte pas de traiter le sujet de l'islam sur ce plan-là, alors je pense qu'on passera à côté de la question. Merci Jean-Frédéric Poisson, La Voix du Peuple aux éditions du Rocher. Vous reviendrez, parce qu'on en parlera pour la présidentielle peut-être. C'est ça. Dans un instant, André Berkoff, avant de retrouver Valérie Expert, André Berkoff a un petit coup de projecteur sur ce qui va se passer ce soir en fait avec cette élection américaine, et il nous parlera justement de ses invités tout à l'heure. Restez avec nous, il est 9h52.